Bonjour à tous ou rebonjour. Bienvenue sur ce webinaire. Bienvenue sur ce webinaire organisé en partenariat avec Cegid. Alors, pour rappel, Cegid, c'est un acteur des solutions de gestion pour les professionnels des métiers de l'expertise comptable, de la fiscalité, de la paie et des ressources humaines, de l'ERP et du retail. Il a une forte expérience effectivement dans les solutions de gestion en SaaS et donc accompagne la digitalisation des entreprises et des organisations publiques. Et évidemment, comme c'est un webinaire co-organisé avec Cegid, je suis entourée d'experts Cegid, 3 plus exactement. Donc il y a Romain Parent, qui est responsable marketing produit chez Cegid, marché finance, ETI et grandes entreprises. Bonjour. Bonjour Eve, bonjour à tous. Merci pour cette opportunité de co-animer ce webinaire avec vous autour du risque fiscal. Effectivement, Sophie Dumas, qui est directrice produits, taxes et consolidation chez Cegid, toujours, excusez-moi. C'est toujours un petit peu difficile à dire. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Excusez-moi pour ce fourchage de langue. Et enfin, on reçoit également Eric Perrault, qui est Customer Success Manager chez Cegid aussi. Bonjour à tous et très heureux d'être parmi vous. Merci à tous les trois d'être présents. Donc effectivement, comme vous le disiez, Romain Parent, qu'on va parler du risque fiscal, de conformité fiscale, parce que selon la DGFiP, le croisement des données a été à l'origine de 22% des contrôles fiscaux en 2019 et le fisc envisage d'atteindre un taux de 50% en 2022, ce qui signifie que donc la conformité ne suffit plus. Il faut en fait désormais que l'ensemble des déclarations et taxes de l'entreprise soient cohérentes entre elles. Et ce, aussi bien pour la fiscalité nationale et internationale que la fiscalité locale. Donc, pour les directions financières, cela veut dire qu'il faut prendre en charge ce sujet en structurant la démarche, en adoptant aussi les bons outils pour s'assurer de cette cohérence. Sous peine sinon de déclencher un contrôle fiscal, on l'a compris, conduisant à coup sûr vers un redressement fiscal, puisque maintenant il n'y aura plus de contrôles fiscaux, si j'ai bien compris, un peu au hasard. Donc, pour tout de suite entrer dans ce sujet du risque fiscal, Romain Parent, vous pouvez peut-être nous dire pourquoi finalement désormais les données fiscales doivent être en cohérence entre elles. À quoi finalement est due cette évolution? Vous l'avez dit Eve, l'administration fiscale cherche à augmenter le ROI, c'est-à-dire le retour sur investissement des contrôles fiscaux. Une autre façon de le dire, c'est que l'administration fiscale souhaite que les contrôles fiscaux débouchent beaucoup plus souvent sur un redressement finalement que dans le passé. Jusqu'à il y a encore 2-3 ans en arrière, l'image que j'ai en tête, c'est celle de quelqu'un, vous savez, qui essaierait de mettre des coups d'épée dans l'eau en espérant attraper un poisson. Aujourd'hui, l'administration fiscale se dote, et elle le dit elle-même, de nouveaux outils basés sur l'intelligence artificielle et le big data, pour être capable de préqualifier, de prédétecter un certain nombre d'anomalies en amont, avant de déclencher le contrôle. À noter également, j'ai appris ça très récemment, un nouveau décret qui a été validé le 11 février dernier, qui autorise l'administration fiscale à collecter des données issues de plateformes collaboratives et des réseaux sociaux afin de détecter là aussi de potentielles infractions et être capable de croiser toutes ces données. Bref, vraiment de notre point de vue, on est face à un réel changement de paradigme et il est fort à parier aujourd'hui qu'il y ait des petites alarmes fiscales digitales qui aient été installées sur le bureau de tous les vérificateurs. Donc, la conformité fiscale est en train d'évoluer, ce que vous êtes en train de nous dire. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est être en conformité et être en non-conformité aux yeux du fisc? Je dirais déjà que il faut voir la conformité quelque part comme un chemin de crête, avec un double enjeu. On pense souvent à la sous-estimation de l'imposition, mais il y a un risque aussi sur la surestimation. C'est un vrai chemin de crête. La sous-estimation de l'imposition, elle va amener fréquemment, avec une certitude de plus en plus grandissante sur un redressement fiscal, tandis que la surestimation,
ça va plutôt avoir tendance à irriter le directeur financier dans un contexte que nous connaissons et où les trésoreries des entreprises sont relativement sous pression. Alors, votre question, quels sont les moyens de se rapprocher de cette conformité? Je dirais moi je vois 3 leviers principalement. Le premier levier, le plus simple finalement, c'est d'être capable de produire des déclarations justes et pour ce faire, s'appuyer sur toute l'intelligence métier que les éditeurs peuvent embarquer dans les logiciels. Je parle des paramétrages, de l'assistance intelligente à la saisie, tout un tas de règles métiers qui sont déjà implémentées dans les solutions. Le deuxième point, je dirais que c'est garantir la cohérence des déclarations fiscales entre elles. Et c'est probablement sur ce point que le besoin, à mon avis, est le plus mal couvert. Comment faire, je précise ma pensée, comment faire pour que mes déclarations de CVAE, par exemple, et de TVA soient cohérentes avec mes liasses fiscales, puisqu'on reporte certains montants. Comment faire pour que ma déclaration des loyers soit cohérente avec mes déclarations de taxes foncières, de CFE ou encore de taxcom, la taxe sur les surfaces commerciales. Il s'agit finalement aujourd'hui d'être capable d'assurer la cohérence de toute la production fiscale des entreprises au travers d'un ensemble d'alertes et de contrôles de cohérence qui vont attirer l'attention des utilisateurs quant à de potentielles anomalies. Et puis le troisième levier, c'est lié aux données et à la capacité de les mobiliser. C'est pas tout de les avoir, il faut les mobiliser. Et je pense qu'à ce niveau-là, être capable d'organiser justement et de mobiliser ces données dans un temps très court, parce que les délais de présentation, de mobilisation des données sont toujours très courts ou trop courts de la part du point de vue des professionnels, c'est d'utiliser, je pense, un coffre-fort électronique à valeur probante qui va permettre comme ça de s'affranchir du turnover et d'organiser la mémoire financière des entreprises. Si je peux me permettre un petit mot sur Cegid, sur comment est-ce qu'on répond à ces défis. Nous, notre ambition, c'est vraiment de proposer des solutions fiscales de ceux qui exigent le meilleur, toujours, à travers 3 axes. Et ce niveau d'exigence est très important. Donc 3 axes, je le disais, les meilleurs experts et outils, finalement, pour simplifier le traitement et le contrôle de la conformité des informations fiscales. Le deuxième axe, c'est de fournir la meilleure plateforme cloud pour digitaliser, automatiser, accélérer et sécuriser tous les échanges. Et puis enfin, de proposer le meilleur service pour développer l'efficacité des responsables et des directeurs fiscaux dans tous leurs projets. Et quels sont les risques finalement auxquels on s'expose? Donc on a parlé du redressement, il n'y a pas que ça. On est en non-conformité. C'est difficile de répondre précisément à cette question parce que les risques varient vraiment selon la nature des impositions, c'est-à-dire en fonction des déclarations, c'est pas forcément les mêmes risques, et puis en fonction des situations. Ce qu'on peut dire, c'est que les risques sont souvent liés au retard, c'est-à-dire au délai dépassé dans lesquels je suis censé déposer des déclarations à mes paiements, envoyer mes déclarations de paiement, ou d'une mauvaise évaluation de l'impôt qui va amener l'administration fiscale à rectifier la base d'imposition pour calculer le montant d'impôt dont le contribuable était redevable. À ce montant, en plus, on ajoute normalement des pénalités de retard qui sont souvent comprises entre 10 et 40% des sommes omises ou des sommes dues. Il est possible aussi de rappeler que en matière de fraude, c'est évidemment encore pire, puisqu'on bascule sur le terrain pénal avec la possibilité que ces sanctions s'accompagnent également d'amendes et de peines d'emprisonnement. C'est un risque tout à fait important. Très bien, donc on se rend compte que le risque de conformité fiscale n'est pas à prendre à la légère. Et donc, il faut mettre en place, vous avez commencé à en parler, de bonnes pratiques au sein des entreprises pour être en conformité. Avant tout, j'aimerais qu'on s'intéresse aux points d'attention. À quoi justement il faut faire attention? Qu'est-ce qui est important en matière de conformité fiscale? Avec vous, Sophie Dumas, on peut peut-être voir qu'il en est du côté de la fiscalité nationale et internationale. Oui, bien sûr. Alors, pour être en conformité, finalement, c'est pas si compliqué que ça, hein. Il s'agit simplement de s'acquitter des taxes que l'on doit en temps et en heure et selon ce qu'on nous demande. Alors, comme ça, dit comme ça peut paraître effectivement très simple, mais en fait, c'est très complexe parce que déjà, ça dépend du régime de l'entreprise ou de l'activité de la société. C'est ce qu'on appelle le référentiel, selon que vous soyez une entreprise industrielle ou une entreprise commerciale ou bien une entreprise
agricoles, etc. Donc, vous avez des régimes qui vous imposent des types de taxes différents. Ensuite, le législateur, l'État, est de manière générale très créatif et très prolixe en matière de taxes. On en entend tous les jours de nouvelles ou bien des interrogations sur de nouvelles taxes réalisées par le gouvernement pour tel et tel sujet. Et en fait, si on regarde aujourd'hui le calendrier fiscal du gouvernement, qui a mis en ligne un calendrier fiscal pour tenir à jour toutes les entreprises, vous allez vite vous rendre compte que toutes les semaines, quasiment de l'année, il se passe quelque chose en matière fiscale. Alors, si on veut répondre à toutes ces contraintes légales et fiscales, c'est sûr qu'avoir un outil de fiscalité vous permet de déclarer en temps et en heure et surtout de maîtriser vos déclarations d'un bout en bout, ce qui est quand même un avantage vraiment appréciable. Alors généralement, dans les solutions de fiscalité, on retrouve des déclarations de droit commun pour toutes les entreprises qui payent des impôts, notamment l'impôt. Et on a également des logiciels de ce qu'on appelle d'intégration fiscale pour les grands groupes qui doivent avoir une déclaration, on va dire, homogène, réalisée par la tête de groupe et non par les filiales. Alors, généralement, les outils qu'on retrouve dans ces vont de la production de la déclaration jusqu'à sa dématérialisation, c'est-à-dire en règle générale jusqu'à son paiement, lorsque c'est possible, lorsque l'État a décidé qu'on pouvait aller jusqu'au paiement de sa déclaration. C'est par exemple le cas pour la TVA que l'on fait chaque mois. Alors, bien évidemment, je vous l'ai dit, l'État était très prolixe, donc du coup, on a beaucoup de taxes qui existent dans nos solutions de fiscalité. On a la DAS 2, la TASCOM, Romain en a un petit peu parlé, la taxe sur la retenue à la source, la taxe sur les bureaux en Île-de-France, l'imprimé fiscal unique. Bref, il y a une très très longue liste de taxes, télédéclarées ou pas, au niveau national. Sur le côté international, on va devoir gérer des déclarations et des taxes spéciales liées à l'international, comme par exemple les prix de transfert qui correspondent à une déclaration qui est la 2257, ou par exemple le country by country reporting, ce qu'on appelle le CBCR. Tout dernièrement, il y a eu la DAC6. Donc on a des taxes de droit commun national et puis des taxes beaucoup plus internationales. Je vous l'ai dit, généralement, accolé aux solutions de déclaration, il y a un portail UDI. Ce portail UDI permet à la fois de déclarer à l'État et de payer à l'État la TVA, par exemple, ou de télédéclarer, de télétransmettre l'alias fiscal, de payer l'impôt sur les sociétés et les bénéfices, et tous les autres paiements possibles en EDI. Alors, ça, c'était tout l'aspect comment produire son déclaratif, s'acquitter des taxes. Et puis, dans les solutions de fiscalité, il y a également des outils, des fonctionnalités qui permettent de mieux appréhender sa fiscalité. Donc, notamment, par exemple, des tableaux de bord qui permettent de suivre l'état d'avancement de là où on en est de ces déclarations, à la fois pour l'entreprise qui déclare, mais également dans le cas d'un groupe, pour le groupe et l'ensemble de ses filiales. On va avoir également de la traçabilité, bien entendu, de toutes ces opérations, millésime après millésime, parce que vous l'avez compris, dans le cadre de contrôle fiscal, il est très important de conserver tout cet historique des opérations, des déclarations que l'on peut réaliser, et également de toutes les opérations que l'on fait au niveau d'un groupe, que ce soit des opérations de rachat, de revente, de fusion, d'absorption, etc. Donc, on retrouve tous ces outils dans les plateformes de solutions fiscales avec toutes ces fonctionnalités. Et vous avez également des possibilités de formation en règle générale en mode digital où vous accédez pour pouvoir vous former à la fois sur l'utilisation de l'outil et sur toutes ces déclarations.
Très bien. Alors ça, c'est pour la fiscalité nationale et internationale. On sent que c'est déjà très dense, mais ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est la fiscalité locale, qui peut parfois être un peu mise de côté. Romain Parent, qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement en matière de fiscalité locale? Oui, effectivement, vous l'avez dit, la fiscalité locale est souvent considérée comme le parent pauvre de la fiscalité, ce qui est un petit peu paradoxal parce que son montant s'élève aujourd'hui à un niveau, taxe cumulée, à un niveau à peu près équivalent à celui de l'impôt sur les sociétés. Donc, et pour mémoire, environ autour des 60 milliards d'euros. Ce pan de la fiscalité, il est vraiment moins bien appréhendé par les groupes de sociétés, je dirais essentiellement pour 3 raisons. La première, c'est qu'il est moins digitalisé que la fiscalité nationale et internationale, même si des réformes sont en cours. La deuxième des choses, c'est qu'il y a peu moins d'experts, moins de conseils, moins de doctrines sur le sujet. Et puis le troisième point, c'est que c'est un sujet extrêmement diffus, avec une multitude de déclarations et de taxes qui sont soumises à un maillage territorial. Moi, j'aime bien parler de millefeuille fiscal, avec 4 niveaux, l'État évidemment, mais aussi les régions, les départements, les communes. Alors, il y a environ une petite centaine de taxes et de déclarations locales, mais les principales sont la déclaration des loyers, les taxes foncières, commerciales, industrielles, d'habitation, la CFE, la taxe sur les surfaces commerciales, la taxe sur les bureaux en Île-de-France et puis la taxe sur les publicités extérieures, la TLPE. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que 90% de ces taxes et déclarations reposent sur le patrimoine immobilier. Donc c'est le gros enjeu de la fiscalité locale, c'est de maîtriser son patrimoine immobilier et le maillage territorial dont je parlais tout à l'heure. Et donc en conséquence, de notre point de vue, les 3 piliers d'une fiscalité locale bien gérée sont vraiment d'être capable d'ériger le patrimoine immobilier en un référentiel unique et détaillé, suffisamment détaillé pour aller jusqu'au niveau de l'invariant, des immobilisations, des surfaces, des affectations, afin d'être capable de réaliser l'ensemble des déclarations et paiements de façon beaucoup plus fiable et automatisée. Le deuxième point, c'est de bénéficier d'une veille légale et réglementaire décentralisée afin de réaliser l'ensemble des déclarations et paiements de façon beaucoup plus rapide. Et sur ce point-là, vous savez, pour ce faire, il faut parfois aller chercher la dernière délibération d'un conseil municipal, donc c'est très chronophage, c'est très compliqué. On doit être capable de s'appuyer sur une veille légale et réglementaire décentralisée. Et puis sur le troisième point, c'est d'être capable, j'en parlais tout à l'heure en introduction, d'optimiser les synergies entre les différentes déclarations et taxes afin de réaliser l'ensemble des déclarations et paiements de façon beaucoup plus cohérente. Alors, tous ces points d'attention maintenant, toutes ces exigences étant exposées en termes de fiscalité, que ce soit nationale, internationale ou locale, comment on fait? Quelle organisation, quels outils les entreprises doivent adopter pour répondre à ces différentes exigences, pour pouvoir justement être en conformité au regard du fisc? Alors, il y a plusieurs en fait éléments à aborder. Je vous ai parlé tout à l'heure de ce qu'on appelle la plateforme fiscale, donc des solutions informatiques de fiscalité. En plus, donc, effectivement, c'est un outil majeur pour répondre à cette exigence en termes de conformité, d'avoir une plateforme, un outil. En plus de cet outil, vous pouvez avoir d'autres fonctionnalités en option, par exemple, pour être en conformité. Le premier élément moi que je vois, c'est de pouvoir maîtriser ces données et de pouvoir se justifier année après année, quelle que soit la déclaration qu'on ait faite, et donc d'archiver l'ensemble de ces déclarations et de ces données dans un coffre-fort électronique. Ce coffre-fort, c'est que la mémoire fiscale et financière de l'entreprise. C'est un véritable plus puisque en fait les fiscalistes et les directions fiscales peuvent y stocker à la fois les déclarations réalisées et également tout type de documents qui sont extrêmement importants quand on fait une déclaration, comme par exemple les fichiers d'écriture comptable, comme par exemple les balances. Ainsi, tous ces documents sont stockés année après année et quels que soient en fait les aléas qu'on peut avoir
au niveau de la société, des gens qui partent, des gens qui arrivent. Tous les documents sont stockés dans un lieu sûr avec un certificat qui est généré et qui garantit la non-modification du document dans le temps. Et donc, du coup, ça garantit également au client la valeur juridique du document et son intégrité, qu'on appelle la valeur probante. Et donc ça, forcément, c'est très utile en matière de contrôle fiscal, mais pas que. C'est également très utile quand on veut retrouver le pourquoi du comment d'une déclaration qu'on a faite il y a plusieurs années, par exemple. Le deuxième axe que je vois pour assurer cette conformité est plus en termes d'organisation, mais là encore une fois les outils peuvent vous aider et je pense en particulier aux déclarations groupes dans l'intégration fiscale, puisque en fait l'idée c'est de faire en sorte que les filiales produisent des informations à destination du groupe et donc lorsque vous avez un périmètre avec plusieurs centaines par exemple de filiales, le processus de collecte devient assez complexe selon le nombre de filiales que vous avez à gérer, voire les pays que vous avez à gérer. Et donc, au-delà de l'aspect déclaratif pur et dur du groupe, il y a des questions de traçabilité, d'opérations liées au périmètre de la filiale à un instant T et au périmètre du groupe à un instant T pour gérer l'ensemble des opérations que le groupe a eu à réaliser un jour. Et donc, avoir un outil qui permette cela, qui permette de gérer à la fois le périmètre, sa constitution, la traçabilité de toutes ces opérations, ainsi que la collecte des déclarations des filiales pour aller vers le groupe, c'est également un vrai plus d'avoir un système d'information qui vous permet et vous aide à le réaliser. Alors, j'ai une question. Vous disiez tout à l'heure que les évolutions en termes de fiscalité étaient hebdomadaires, que toutes les semaines il y avait des nouveautés qui apparaissaient. Pour pouvoir suivre ces mises à jour et suivre du coup ce que exige le législateur, est-ce que le cloud peut être une solution? Alors oui, c'est vrai que je vous le fais pas dire. C'est vrai que le fait qu'il y ait de nombreuses nouveautés fiscales et mises à jour fiscales à réaliser, le fait que dernièrement, en particulier en 2020, avec la mise en place du télétravail, avec la crise sanitaire, pour accéder à sa solution, quoi de mieux que le cloud, effectivement, parce qu'au moins vous pouvez y accéder n'importe où, n'importe quand. Mais il n'y a pas que cette mobilité qui est intéressante, il y a également le fait que toutes les mises à jour sont réalisées en temps réel par l'éditeur. Tout le monde est au même niveau de paramétrage, donc au même niveau de paramétrage fiscal. La solution est toujours à jour des dernières évolutions légales et fiscales. Il n'y a plus besoin d'attendre après sa DSI, par exemple, pour installer des releases. Et Dieu sait que très souvent, pour installer des releases quand on est on-prem, il faut être sur site, etc. Avec la crise sanitaire, ça avantage pas du tout les choses. Donc, effectivement, le cloud est la solution idéale, je dirais, pour à la fois assurer cette mobilité et à la fois être à jour et conforme en termes de paramétrage légal au fur et à mesure que la DGFiP dispense ces nouvelles règles légales. Alors, le cloud, ok, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le cloud aussi, on dispose et on met à disposition des environnements très sécurisés qui sont monitorés en continu par des personnels très qualifiés. Ce cloud d'ailleurs est certifié ISO 27001. Il est décrit par un plan d'assurance qualité qui décrit à la fois la sécurité des lieux, à la fois la sécurité des accès à ces lieux, qui décrit également qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a des incidents, par exemple sur les infrastructures, quels sont les impacts du coup vers votre système d'information et finalement, vous pouvez en déduire quels seraient les impacts sur votre activité commerciale. Alors généralement, quand on est dans le cloud, on a ce qu'on appelle
PaaS, c'est-à-dire une récupération rapide des données à travers la réplication des données qui s'appelle le DRAS. Et on l'a vu récemment, pour faire un petit clin d'œil à un autre fournisseur de cloud qui est OVH, le fait de pouvoir récupérer ces données sans perte de données très rapidement est un atout du cloud et est un atout que nos clients imposent à leurs fournisseurs. Et bien évidemment, Cegid assure une récupération des données très très rapide à leurs clients en cas de problème sur les infrastructures, chose qui n'est pas censée arriver très fréquemment, mais on l'a vu dernièrement sur OVH, ça peut arriver. Je crois qu'Eric, vous aviez aussi quelque chose à dire sur ce sujet du cloud. Oui, en fait, oui, tout à fait. En fait, il y a deux autres idées reçues, entre guillemets, je pense, qui sont intéressantes à retenir sur le cloud. C'est le temps passé. En fait, il faut savoir que le cloud permet aujourd'hui, et on constate, de réduire considérablement le temps sur les traitements classiques que sont le contact que vous avez lorsque vous identifiez une anomalie, le temps que votre équipe qualité la reproduise et que votre équipe R&D traite ce schéma. Le fait de travailler sur une solution qui est mutualisée, qui est partagée, une seule et même solution, réduit considérablement ce temps. Aujourd'hui, on l'estime à peu près à la moitié sur ce process classique qui est récurrent lorsque vous travaillez avec une solution de type que nous commercialisons aujourd'hui. Ça, c'est la première idée reçue. Sur le cloud, la deuxième concerne l'aspect économique, qui est quand même un des critères de choix aussi aujourd'hui. Et il est clair que le cloud est un vrai révélateur, c'est un passage au révélateur sur le coût réel de la production. Alors forcément, on connaît les coûts visibles, mais il y a aussi un certain nombre de coûts masqués. Et lorsque l'on fait, qu'on étudie un projet de bascule sur une solution en cloud, ce révélateur montre aujourd'hui que les solutions ne sont pas plus chères, parfois même vous faites des économies. Donc, j'ai envie de dire, avec l'ensemble des éléments que vient d'évoquer Sophie, le cloud peut vous offrir une solution sécurisée, à ISO coût, voire peut-être même à un moindre coût. Alors, on a parlé de bonnes pratiques pour répondre à ces enjeux de conformité fiscale. Est-ce que, Éric Perrault, justement, il y a d'autres bonnes pratiques à retenir, ou au contraire des choses à ne pas faire en termes de conformité fiscale? Alors, à ne pas faire, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un choix à faire, c'est de bien choisir son éditeur. Pourquoi je dis ça et avec un clin d'œil, il y a 3 défis à relever aujourd'hui lorsque vous faites le choix d'une solution. L'implémentation de cette solution, cette phase projet, qui est une phase clé qui vaut pour réussir la deuxième phase, qui est la garantie en conditions opérationnelles d'une solution dans le temps. Et on l'a évoqué tout à l'heure, c'est quelque chose qui bouge assez régulièrement. Et j'ai envie de dire un troisième défi, qui est le défi de garantir un usage optimum de cette solution. Alors, pourquoi je le dis, entre autres, déjà parce que c'est dire j'ai envie de dire le creuset de ma fonction de Customer Success Manager, qui est clairement aujourd'hui un enjeu et un défi que bon nombre ont déjà réalisé et que nous avons également engagé chez CGI, qui est d'aller au-delà, entre guillemets, de la simple mise à disposition d'une solution. Les solutions qui sont mises sur le marché aujourd'hui se doivent de porter une autre promesse que la simple promesse de la conformité. Elle doit permettre d'apporter aujourd'hui des notions de pilotage, des notions d'aide à la décision, de simulation. Et pour ce faire, il faut pouvoir exploiter la solution dans sa plénitude. Je ne parlerai pas des statistiques sur l'usage d'Excel, entre clairement ce qu'on en fait et ce qu'il est capable de faire. On ne peut pas se contenter de ce constat, il faut aller au-delà. Et cette fonction de Customer Success Manager qui se déploie dans l'ensemble du groupe a pour vocation justement d'accompagner les clients à un usage le plus opérant possible, et le plus poussé possible avec nos solutions. Très bien, alors là on a vu… Pardon, excusez-moi. Allez-y, je vous en prie. Non, si vous avez d'autres choses à ajouter. Non, je vous en prie, allez-y. Donc on a vu les différentes bonnes pratiques, les différents outils à implémenter pour être le plus en conformité possible avec la fiscalité. Seulement, on l'a dit et répété plusieurs fois pendant ce webinaire, la fiscalité est connue pour évoluer sans cesse. Alors, à quoi on peut s'attendre justement dans les prochains mois, les prochaines années? Est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Romain, Parent, je crois que vous avez un peu… Oui. Je voulais
Eric est quand même très fort, il arrive à se placer, à placer son rôle et ses fonctions. Bravo, Eric, Customer Success Manager, c'est effectivement une fonction très importante. Au niveau des évolutions, vous m'en parliez. Écoutez, il y a plusieurs choses. Il y a déjà ce qu'on sait, il y a ce qu'on pressent, et puis ce qui va arriver et qu'on ne voit pas forcément venir. Différentes typologies de réformes et d'évolutions à venir. En matière de fiscalité nationale, Sophie en parlait tout à l'heure, une grosse créativité du législateur qui n'est pas nouvelle, mais qui s'accélère pour faire face aux impondérables. Et actuellement, depuis une année, on en vit un particulier. Et on peut imaginer que ces dispositifs ad hoc, je dirais, vont continuer et peut-être même s'amplifier, avec notamment des reports, des sursis d'imposition, des délais, des exceptions pour certains secteurs d'activité qui sont moins touchés par la crise. En matière de fiscalité locale, on sait qu'il y a une accélération de la digitalisation de ce pan de la fiscalité, avec de nombreuses réformes qui sont en cours. Je pense à deux en particulier, que sont la taxe foncière industrielle, qui va rejoindre un petit peu le fonctionnement de la taxe foncière commerciale, et puis aussi en matière de gestion des biens. Il y en a certainement d'autres qui vont par la suite. En matière de fiscalité internationale, pas pareil qu'il y aura encore un renforcement des dispositifs qui ont pour but de limiter l'évasion fiscale et vous savez, la localisation des bénéfices dans des pays avantageuses, je dirais. Donc, on a vu un mouvement il y a quelques années des prix de transfert, la fameuse 2257. Plus récemment, il y a 4-5 ans, le CBCR, le Country by Country Reporting 2258. Là, très récemment, DAC6, DAC8 qui sont en train d'être déployés. Ce mouvement, certainement, tant que les législateurs nationaux n'auront pas obtenu plus de transparence sur les données fiscales des entreprises. Encore un point qui me vient en tête, c'est le nouveau régime groupe TVA qui a été reporté d'un an et qui se matérialisera, qui débutera à côté pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023 et qui va permettre de neutraliser les opérations intragroupes de TVA et d'alléger les obligations de TVA pour chacun des membres. C'est un dispositif qui est très attendu par le secteur des banques, assurances et mutuelles, mais qui vraisemblablement également intéressera d'autres secteurs d'activité. Et puis enfin, dernier point que j'ai en tête, c'est la systématisation de la facturation électronique à partir de 2023, avec des conséquences évidemment en matière de TVA. Alors, face à toutes ces évolutions, comment on fait? Comment les entreprises doivent réagir pour s'y adapter et être toujours en conformité? En fait, j'ai envie de dire comment nous devons réagir, c'est autant les entreprises que les fournisseurs aujourd'hui. Une attitude peut-être à retenir qui aujourd'hui est, je pense, l'une des clés qu'on identifie tous, qui est la proximité. Mes collègues l'ont évoqué, on est sur une matière qui est en mouvement. La fiscalité ne cesse de bouger, elle s'apprécie selon votre organisation, selon vos enjeux. Et pour ça, aujourd'hui, il faut pouvoir s'adapter. On parle de différents contextes. Donc, la capacité de s'adapter, la réactivité sont des éléments clés. Et on est de plus en plus, donc on l'évoquait tout à l'heure, Romain l'évoquait, en fait, on a une conformité qui n'est pas que unitaire, elle est aussi sur un contrôle de cohérence globale. Donc, il faut pouvoir tenir compte à la fois des particularités des clients, mais également des offres que l'on est capable de leur proposer. Donc, je retiendrai surtout cette notion de proximité qu'il faut développer massivement pour pouvoir être dans ce que l'on identifie aujourd'hui sur une co-gestion, une co-construction des solutions pour pouvoir être en adéquation et limiter ce risque financier non négligeable. Très bien, je vous remercie pour tous ces éléments sur la conformité fiscale et comment y faire face. On va pouvoir passer aux questions des participants. Il y a encore temps d'en poser si vous le souhaitez, avec le petit onglet donc, sur la droite. Vous pouvez nous adresser aux experts qui m'entourent vos questions. Donc j'en ai une sur, en fait c'est vrai que beaucoup des participants, je pense qu'ils nous regardent,
font partie de PME ou de TI. Donc, elle se pose la question si votre expertise chez Cégide, vos outils peuvent aussi être adaptés à des petites structures. Je vais peut-être répondre à cette question. Je dirais oui, bien entendu. Chez Cégide, on adresse vraiment les 3 segments de marché que sont les grandes entreprises, les ETI et les PME. Mais par contre, on ne les adresse pas de la même façon. Parce qu'on sait qu'in fine, ils ont les mêmes obligations, à quel modulo quand même certaines déclarations, notamment des aspects internationaux que les PME n'ont pas toujours. Mais en revanche, il y a des choses qui les distinguent ces 3 segments, c'est essentiellement les notions de complexité métier, qui ne sont pas les mêmes évidemment entre un groupe du CAC 40 et une PME, et les notions de volumétrie qui là aussi généralement sont moindres sur les PME que sur les grandes organisations. Donc on y répond oui, mais avec des solutions différentes qui vont être plus complexes sur les grandes entreprises et moindre sur les plus petites avec des solutions plus packagées. Voilà, on y répond mais de façon différente. Très bien. On va pouvoir passer à une autre question. Donc, effectivement, en ce moment, la question des coûts se pose. Il faut faire attention à toutes les dépenses. Et donc, comment convaincre que c'est le sujet, la conformité fiscale, et comment convaincre finalement sa direction de la nécessité finalement de s'outiller aujourd'hui pour répondre à ce risque. Alors, je vais peut-être répondre à cette question. Là aussi, je pense que ça dépend, et je rejoins Romain, de la taille de l'entreprise. Aujourd'hui, en fait, l'importance de la conformité fiscale dans les grands groupes, je pense qu'elle ne se pose plus. Les grands groupes sont équipés de solutions fiscales, coopèrent avec le fisc pour savoir comment bien déclarer et comment être au plus juste. C'est surtout, en fait, je pense, la question a surtout trait aux PME qui, elles encore, ont peut-être à l'esprit de moins déclarer ou de pas déclarer. Ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, en fait, les outils sont de plus en plus intelligents. Non seulement nos outils Cégide de déclaration fiscale et de fiscalité, mais également, bien entendu, ceux de la DGFiP. Il y a beaucoup d'innovations en termes d'intelligence artificielle, de recoupement de déclarations, etc., qui font que le risque, il est extrêmement fort, des informations qui se recoupent. Alors, c'est vrai que peut-être que également l'État a un petit peu changé son fusil d'épaule et parle de droit à l'erreur pour ces plus petites entreprises, mais c'est un droit à l'erreur qui ne doit pas se reproduire. Donc, en fait, l'État est un petit peu plus aujourd'hui sur, je dirais, la coopération, la collaboration avec les entreprises. Et d'ailleurs, dernièrement, il y a eu des ateliers de travail et des expériences réalisées avec elles. Mais c'est pour mieux les contrôler. Donc, faut pas non plus être. Je dirais en fait, on ne peut plus y échapper à cette conformité fiscale. Et j'ajouterais que le risque de ne pas le faire, entre guillemets, qui est quand même toujours une question, en tout cas de ne pas s'équiper et de ne pas aller dans cette trajectoire-là, il est grandissant chaque jour. Donc il faut se reposer la question régulièrement et qu'aujourd'hui, la nature de l'intervention et ce que l'on vous dit, les directives ne font qu'augmenter ce risque un peu plus chaque jour. Donc on convainc sa direction en montrant que ce risque est bien réel et qu'il voilà, il faut mettre les moyens pour améliorer sa conformité fiscale. Pour revenir sur votre solution, donc on a parlé évidemment de conformité fiscale énormément ce matin puisque c'était le sujet de ce webinaire. Mais est-ce que on peut voir d'autres avantages apportés à s'équiper d'une solution telle que la vôtre pour gérer sa conformité? Est-ce qu'on a d'autres bénéfices?
Puis, il y a clairement d'autres bénéfices qui, en plus de la conformité, la productivité. Très clairement, évidemment, c'est le cas de tous les logiciels de gestion. La productivité est évidemment un des gains assez classiques de la digitalisation et des logiciels. Et à ce niveau-là, d'ailleurs, à cet égard, c'est des gains tout à fait notables. Il y a des tâches qui sont extrêmement sur Excel ou certains fichiers partagés qui deviennent tout à fait automatisés. Donc les gains sont tout à fait significatifs. Je dirais que le deuxième bénéfice auquel je pense, c'est en termes de sécurité dans le contexte qu'on vit. Beaucoup d'études montrent qu'en termes de cyberattaque, la fédération est forte. Donc il y a des gains de la digitalisation, mais aussi des difficultés qui vont avec. Et là aussi, en matière de sécurité, notamment quand on fait appel à une solution dans le cloud, on s'adosse vraiment sur des experts à la fois métiers, mais aussi à la fois et des experts eux-mêmes adossés qui travaillent, je veux dire, avec des partenaires qui sont reconnus. Par exemple, chez CGI, on travaille avec IBM et Microsoft, qui sont évidemment des acteurs majeurs sur le cloud. J'ajouterais en fait aujourd'hui, on a cette chance chez Cegid aujourd'hui d'avoir un panel de clients plus que représentatif, et c'est une forme de richesse également que ils nous permettent de faire évoluer nos solutions, et donc le fait de travailler aussi, de choisir nos solutions, travailler avec nous, c'est de bénéficier de cette richesse-là, puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure, l'un des bénéfices du cloud, c'est de partager sur des solutions communes. Donc c'est un atout qui est quand même non négligeable aujourd'hui et dont vous pouvez bénéficier en rejoignant, entre guillemets, ce que l'on pourrait appeler la communauté des clients. Alors, il y a une personne qui nous pose justement des questions plus particulières sur la fiscalité locale. Rassurez-nous, on peut améliorer sa conformité aussi sur ce sujet. Bien sûr, j'en parlais tout à l'heure. Moi, les deux aspects, je dirais, critiques et propres à la fiscalité locale. Il y a des enjeux qui sont communs sur tous les pans de la fiscalité locale, de la fiscalité, pardon. Je pense qu'il y a deux enjeux très forts particuliers. C'est à la fois de maîtriser son patrimoine immobilier. Parce que cette fiscalité locale, je pense notamment à la déclaration des loyers, aux taxes foncières, encore une fois, j'en parle au pluriel, et à la CFE notamment, sont assis, ces déclarations et taxes sont assises sur le patrimoine immobilier. Il faut être capable de connaître l'ensemble de ces locaux, de ces bureaux, de ces magasins, de ces entrepôts, etc. Et avec un niveau de granularité extrêmement fin, puisqu'on sait que l'administration fiscale vous demande des informations qui sont clés. Je parle notamment des nomenclatures P1, P2, P3, Pk1, Pk2, et que en fonction de ces nomenclatures et des affectations également, donc des surfaces et des affectations, les taxes, les montants de taxes ne seront pas. Donc c'est très important d'être capable d'avoir une vue très précise, détaillée et à jour de son patrimoine immobilier avec un niveau de granularité extrêmement fin. C'est le premier point, et ce n'est pas chose aisée, évidemment. Et les logiciels permettent justement de monitorer ces éléments, de les maintenir à jour et de les partager dans l'organisation. Par exemple, une direction immobilière, une direction juridique, une direction commerciale, pourquoi pas, puisse venir mettre à jour pour que les incidences fiscales soient plus justes. Le deuxième point, le deuxième très gros challenge, c'est le maillage territorial et le millefeuille fiscal dont je parlais tout à l'heure. Il faut que maîtriser ces 4 niveaux de fiscalité, l'État, les régions, les départements, les communes. Donc avoir une veille légale et réglementaire est extrêmement, je dirais que c'est un temps plein, et peut-être même pour plusieurs personnes. Donc l'avantage des logiciels là, c'est de pouvoir intégrer déjà dans l'outil toute cette veille pour que quelque part elle soit prête et disponible pour les professionnels de la fiscalité et de la finance. Donc oui, c'est possible, chose aisée, mais c'est tout à fait possible. Très bien, je vous remercie pour toutes ces informations que vous avez apportées au cours de ce webinaire, pour les réponses que vous avez pu apporter à ce jeu de questions-réponses. Alors il reste quelques questions, mais j'invite les participants
pourront vous contacter directement pour en savoir plus sur ce risque de conformité fiscale et sur les solutions que vous pouvez apporter pour y répondre. Je vous remercie. Je vous souhaite merci à tous. On va collecter les questions et on y répondra par écrit. Parfait.